Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinar. On va commencer dans 1 à 2 minutes, le temps que les gens arrivent, et comme c'est souvent à l'issue de la pause déjeuner, on va laisser un tout petit peu de temps. Donc pour rappel, hein, le webinar va durer à peu près une trentaine de minutes. Il est enregistré et vous aurez la possibilité de recevoir après le support, mais également donc le replay de cette vidéo. Et pour les gens déjà présents, vous avez plusieurs moyens d'interagir avec nous. Vous allez avoir au fil de la discussion des sondages sur lesquels vous pouvez participer, qui se trouvent en barre à droite. Ce sera au fur et à mesure de la conversation. Et vous avez deux espaces sur lesquels vous pouvez parler. Vous avez un espace pour poser vos questions et un espace chat, en sachant que vous pouvez poser des questions dans la partie chat ou dans la partie questions. Et donc, on va essayer de tenir sur 30 minutes, mais par contre, on prévoit en supplément des moments de questions. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à interagir, que ce soit durant notre présentation ou à l'issue. Et on commence d'à peu près 1 minute. Bon, je vais vous proposer de commencer. Donc, bienvenue pour ce webinar. L'objectif du jour, c'est essayer de voir un tout petit peu ensemble l'ensemble des éléments qui peuvent être automatisés dans la gestion immobilière, en reprenant le process un peu complet, c'est-à-dire de la candidature à la sortie du logement. Et pour ce faire, je suis accompagné de 2 personnes aujourd'hui. J'ai donc Fabien et Elsa, qui sont respectivement de Plateau et MyTrust. Et rapidement, je suis Flavien Veto, le cofondateur du Blo. Je vous proposais qu'on commence par présenter très rapidement Elsa, Fabien et moi-même, que ce soit en tant que personne, en tant que société. Et après, on fera l'introduction du webinar et je laisse la parole à Elsa. Merci Flavien. Du coup, pour me présenter, moi je suis donc Elsa, je suis responsable commerciale France chez MyTrust depuis maintenant un peu plus de 3 ans. MyTrust, c'est quoi? C'est un intermédiaire de confiance pour le partage de données entre un utilisateur et le service qui en fait la demande. Très concrètement, on est un bébé du RGPD. Donc ce qu'on va permettre de faire, c'est pour un individu, plutôt que de devoir compléter son dossier, constituer son dossier à la main en complétant des champs dans des formulaires et puis en allant chercher les N pièces justificatives qu'il faut photocopier ou scanner ou prendre en photo. On va lui permettre de le faire de façon beaucoup plus fluide, en quelques clics, en capitalisant sur ses fournisseurs de services habituels. Ça peut être des fournisseurs étatiques comme les impôts, on le verra après, ça peut être sa banque. Et ça va permettre d'avoir une constitution de dossier beaucoup plus simple, mais aussi d'avoir des données qui sont authentiques et qui vont pouvoir donc être propres pour pouvoir automatiser les process. Et en fait, ça, on le fait depuis un peu plus de 3 ans dans différentes industries qui sont réglementées, et notamment les services financiers avec le crédit conso. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que cet ensemble de bonnes pratiques, en fait, on peut tout à fait le mettre en application dans le domaine de l'immobilier, et on va voir que on fait un lien assez fort entre ce qui se fait dans le crédit conso et ce qui se fait dans l'immobilier, parce que finalement, on a des enjeux qui sont assez semblables, qui sont de pouvoir analyser l'éligibilité d'un dossier. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et Fabien, maintenant, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis Fabien Patou, l'un des 3 cofondateurs de la société Plateau. Plateau, c'est une solution de prise de rendez-vous en ligne qui est intégrée sur tous les portails immobiliers. Donc, l'objectif du système, c'est de permettre à vos candidats de se préqualifier en ligne, en fait, finalement de vous délester de toutes les tâches administratives et sans valeur ajoutée. Donc, le candidat se débrouille tout seul, il fait tout de A à Z, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais la genèse du projet, c'est vraiment suite à un problème, on va dire, personnel, où, à titre personnel, je me suis rendu compte que c'était impossible d'avoir une réponse rapide de la part des agences immobilières. Et donc, je me suis dit qu'on allait essayer de développer une solution pour ça, et la solution, c'est Plateau.
Merci. Et donc moi, je suis Flavien Douetto, un des 2 cofondateurs, de Hublot. Et donc Hublot, on a un logiciel de gestion immobilière et gestion locative en particulier, où l'idée, c'est qu'on essaye, au travers d'interfaces, qu'on espère, belles et épurées, de faciliter la vie du gestionnaire, des prestataires et du locataire, en ayant pour chacun une interface dédiée. Et donc je vous propose de commencer, ce webinaire en reprenant quelques métriques et quelques éléments qu'on peut voir un tout petit peu sur la tendance. Premier élément, et ça touche tous les secteurs d'activité, l'automatisation devient un enjeu. Et donc Gartner, qui est un cabinet de consulting, mais d'autres ont également fait des études qui considèrent que la majorité des tâches quotidiennes vont être en réalité automatisées, quel que soit le profil des personnes et les tâches. L'automatisation est devenue quasiment obligatoire. Elle est obligatoire pour des raisons économiques, mais elle est obligatoire aussi pour juste la vie quotidienne au travail. Je pense que beaucoup de gens sont très frustrés de faire des tâches répétitives et c'est aujourd'hui un enjeu d'arriver à le faire. Ce qu'on constate, c'est que l'immobilier, qui est un secteur que j'aime beaucoup, est quand même considéré comme étant en retard quand on compare à d'autres. D'autres types qui sont plus en interaction avec les clients, type le retail ou les éléments de commerce, où il y a eu en mise en place de beaucoup d'approches digitales. Sur l'immobilier, on l'est encore un peu en arrière. Ça s'explique sur pas mal d'effets. Souvent, on constate que l'évolution digitale d'un secteur vient d'effets de consolidation ou de l'arrivée de nouveaux acteurs. Dans l'immobilier, ça arrivait assez tard, dans le sens où, dans la sphère publique des bailleurs sociaux, la consolidation, elle a commencé au niveau de la loi Elan à peu près en 2015, et donc elle est à ses débuts, elle commence. Et sur le secteur privé, on voit qu'encore on est aujourd'hui sur le marché des agences immobilières entre un élément hybride, entre des mandataires indépendants, des réseaux qui structurent, des rachats. Et donc on est sur un élément sur certainement plus de consolidation, amène aussi fondamentalement plus de digitalisation. Deuxième élément, sur certains acteurs, et alors en particulier plutôt sur la sphère publique, on n'avait pas forcément en tête des notions de rentabilité, productivité avec de l'automatisation, puisqu'en fait, une partie des coûts était entre guillemets cachée. Aujourd'hui, c'est de plus en plus présent et on s'aperçoit que l'automatisation, et en particulier derrière l'automatisation, souvent il y a un lien avec la donnée. La donnée peut être très utile pour permettre de réduire ses coûts et d'avoir une vraie vision de la rentabilité d'un élément. Et ensuite, dernier point, dans les approches logicielles un peu de gestion cœur de réacteur, dans les années 80, 90, début 2000, le concept d'ERP, c'est-à-dire un logiciel unique permettant de gérer l'ensemble des ressources de l'entreprise, était prédominante. Et en fait, ce phénomène dans pas mal de secteurs s'est éclaté avec la mise à disposition d'un CRM, avec la mise à disposition d'outils métiers. Ce phénomène commence à arriver dans l'immobilier, mais encore très rare. Or, l'intérêt d'aller sur une logique logicielle un peu différente que d'un seul ERP, ça permet d'avoir beaucoup d'outils de productivité. Mais ce qui est quand même intéressant, après avoir dressé un peu un tableau relativement sombre de l'immobilier, c'est que quand on regarde à l'échelle du monde et à particulier à l'échelle de l'Europe, la France n'est pas si en retard que ça. Et même si on compare par exemple avec l'Allemagne, qui est souvent mis en avant en lien avec son tissu industriel, au niveau de la sphère locative, les espaces locataires sont par exemple beaucoup plus développés en France qu'en Allemagne. Sur un parc équivalent, il y aura 2 fois plus d'espaces locataires déployés en France qu'en Allemagne. C'est évidemment un peu moins vrai dans certains pays anglo-saxons, où notamment dans la sphère privée, il y a eu des mouvements assez forts en termes de digitalisation, mais la France, relativement à d'autres pays en Europe, a commencé à prendre le prix de cette digitalisation. Et ce qui est peut-être aussi important, et c'est là où on voit qu'on arrive à une certaine maturité de la réflexion, c'est que on est passé d'une réflexion où j'essayais d'automatiser des petites tâches de manière isolée à une réflexion beaucoup plus globale sur prendre en compte un process entier pour réfléchir comment l'automatiser, comment l'améliorer. Et donc, par exemple, je ne sais pas si je dis j'aimerais bien que mes locataires remontent un ticket, un incident. Si en fait, je n'ai pas réfléchi également comment je gère mes prestataires, comment je vais faire cette assignation, en fait, juste de faire remonter un incident ne va pas résoudre fondamentalement le sujet. Et donc, d'avoir mis en place une démarche qui réfléchit donc en process, réfléchit en outils
Et une fois qu'on réfléchit process et outils, on s'aperçoit que, par exemple, avoir recours à des outils qui s'interconnectent ou qui ont une approche, on va dire, dans l'ADN de permettre cela, permet de réellement réaliser l'automatisation, parce que sinon, parfois, on perd même du temps. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner des retours d'expérience, des éléments, des cas pratiques sur l'ensemble du process de gestion. Et on va commencer par la candidature au logement. Et je redonne la parole à Fabien. Merci Flavien. Donc effectivement, la première étape du process, c'est la candidature. Bien sûr, ça passe par les portails immobiliers, ça passe par votre site web, ça passe par tous les canaux que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui pour capter des candidats, locataires et acquéreurs, mais aujourd'hui, on va évidemment se focaliser sur la partie location. Concrètement, comment ça s'est passé l'histoire de Plateau? Il y a 3 ans, donc mon associé Paul-Pierre et moi, on était tous les deux en recherche de logement, soit pour acheter, soit pour louer. Et on s'est rendu compte, il y a donc 3 ans de ça, qu'avoir une réponse rapide des agences ou des bailleurs, c'est compliqué. Parce que les professionnels de l'immobilier reçoivent énormément de mails, de sollicitations, de coups de téléphone, ça va dans tous les sens. Et donc du coup, comment faire pour trier ce volume de données entrants? C'est la première difficulté. Et on s'est rendu compte, finalement, il y a 3 ans, que presque aucune agence immobilière ou presque aucun professionnel de l'immobilier n'avait d'outils pour être capable de fluidifier justement cette première étape du processus, pour aller récupérer tous les leads et arrêter de faire du traitement manuel de données, mais plutôt de laisser la main au candidat lui-même pour qu'il fasse toutes ces tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. La préqualification, l'envoi de pièces pour constituer un dossier de location, demander un rendez-vous pour visiter un bien. Toutes ces choses-là sont des choses qui aujourd'hui sont extrêmement chronophages, demandent du temps. Peut-être même que vous avez dans les auditeurs aussi de ce webinaire des ressources dédiées justement à ça, alors qu'en fait ces ressources-là pourraient passer plus de temps sur d'autres tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est habitué à prendre son rendez-vous pour tout et n'importe quoi, hein. Vous alliez chez le médecin, chez le garagiste, au restaurant, tout et n'importe quoi, vous prenez rendez-vous en ligne. Et le monde de l'immobilier est celui qui n'avait pas encore, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, cédé aux sirènes de cette mode du self-service. C'est comme ça qu'on a qu'on a commencé à constituer donc les bases de Plateau. Ça commence par la prise de rendez-vous en ligne et la préqualification des candidats. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le slide, le principe de Plateau, c'est d'être intégré sur tous les portails et sur votre site. Donc, sur certains portails comme Se Loger, on a la techno Plateau qui est directement intégrée. Donc, vos candidats peuvent se préqualifier et demander un rendez-vous directement sur l'annonce sur Se Loger. Donc, c'est le bouton Planifier une visite que vous voyez au-dessus du formulaire de contact dans cet exemple d'Oico Gestion, qui est un de nos clients, un bailleur. Et évidemment, ça fonctionne sur tous les portails, Le Bon Coin, etc., et sur votre site web. Donc nous, on vous apporte une stack technologique qui permet de capter vos candidats, quel que soit le support. Donc ça passe évidemment par la prise de rendez-vous en ligne, c'est la première étape. Donc il faut savoir que Plateau, c'est un système qui va permettre aux candidats donc, de prendre leur rendez-vous, de se préqualifier, de valider leur numéro de téléphone. Donc déjà, vous commencez un peu à voir quel est l'intérêt du système. Avec Plateau, vous n'avez que des candidatures avec des numéros de téléphone vérifiés. Ça paraît bête, mais finalement, quand on a des tonnes et des tonnes de leads à traiter entrant par mail, par exemple, et que dans la moitié de ces leads, on n'a pas de numéro de téléphone ou des téléphones erronés, et ben en fait, on perd du temps. Donc nous, on s'occupe de vérifier les numéros de téléphone. Cette première étape permet d'accéder à la seconde, qui est la préqualification, qui est finalement peut-être même la plus importante pour un bailleur, avant même évidemment la prise de rendez-vous, c'est la préqualification. Donc on va demander au candidat de se décrire. Quelle est ma situation pro? Quelle est ma situation perso? Quels sont les salaires des uns et des autres, les éventuels colocataires, les garants? Donc l'objectif pour nous, c'est de dresser finalement une sorte de photo du candidat et de ses colocataires éventuels pour que vous ayez en un coup d'œil une photo, justement, avec les taux d'effort. Ok, est-ce que ce candidat correspond? Est-ce que les taux d'effort sont respectés? Est-ce que les contraintes de ma GLI vont passer avec ce candidat? L'idée, c'est évidemment de ne rappeler que les candidats qui correspondent, qui matchent en fait entre leur profil financier et le bien immobilier en question pour lequel ils vous ont contacté. Donc vraiment, c'est garder en tête que le process passe évidemment par une préqualification qui est déclarative, donc le candidat indique tout simplement ses informations.
Et ça génère surtout de la satisfaction client, puisque aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, vous le savez tous, je pense, à aucun moment, on est pris en charge immédiatement quand on est candidat. Jamais. Et donc, avec un système comme Plateau, finalement, je fais ma demande depuis Le Bon Coin, bien ici, depuis votre site, et immédiatement, on me propose de me préqualifier, de réaliser ces actions. Donc, satisfaction client et efficacité pour votre équipe, c'est un peu les deux, on va dire, mots d'ordre que Plateau permet de générer. Évidemment, la troisième étape, c'est la partie dossier de location. Donc, on ne va pas faire de contrôle de dossier de location. On considère que ça, ce n'est pas dans notre scope. Mais en revanche, on va demander au candidat de déposer les pièces de son dossier et on va calculer automatiquement les pièces qui doivent être envoyées grâce à la préqualification. Donc, on a une personne qui est en CDI, avec un garant qui est retraité, un colocataire qui est étudiant, par exemple. Tout ça permet donc au système de savoir exactement quelles sont les pièces qui doivent être envoyées et donc d'avoir accès pour vous directement sur vos tableaux de bord Plateau à toutes les informations qui ont été partagées par le candidat. Ce qui m'amène sur la partie tableau de bord, justement. Plateau, c'est un outil à part entière. Donc, comment faire pour récupérer toutes ces informations qui ont été collectées? Comment faire pour justement traiter ce volume d'informations? On se connecte sur Plateau. Avec ces tableaux de bord, on a accès à toutes les préqualifications. Je vois une question qui est tombée dans le chat. Qui réalise les paramètres? Alors, si j'ai bien compris la question, tous les paramétrages sont à faire par vous. Donc, en fait, ce sont les personnes en charge de la gestion locative qui vont définir toutes les contraintes et tous les paramétrages qui sont liés à l'ensemble du parc, à tous les biens. Et ces paramétrages peuvent être différents, d'ailleurs, en fonction. Idem pour la quantité de documents qui est à envoyer, les pièces à envoyer, dans la mesure du respect de la loi, bien sûr. Mais tout ça est paramétrable et configurable. Et donc, grâce à ça, sur les tableaux de bord, vous avez accès à tous les candidats. Et alors, je vais vous donner une information qui est super importante et intéressante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des candidats qui vous contactent pour un bien, admettons que vous ayez 50 candidatures ou 50 mails depuis les portails, en fait, vous n'allez pas spécialement penser à envoyer un mot pour tous les candidats qui sont rejetés puisque leur dossier ne correspond pas. Bien, avec Plateau, c'est complètement automatique. Vous pouvez sélectionner tout le monde d'un coup, les 50, les 100, les 1000 personnes, pour leur envoyer un mot d'excuse. Et aujourd'hui, grâce à ça, vous vous démarquez complètement de la concurrence, puisque personne ne le fait sur le marché aujourd'hui. On n'a pas l'habitude, quand on est candidat, de recevoir un mot d'excuse pour dire « désolé, mais votre candidature ne sera pas retenue ». Certains le font, évidemment, bien sûr, sur le marché. Mais on va dire que la plupart des bailleurs ou des agences n'ont pas le temps de le faire. Donc là, c'est 2 clics, donc c'est facile. Toute cette technologie est installable, configurable sur votre site web, puisque je vous le disais du coup en introduction, l'objectif c'est d'avoir un seul module qui capte l'ensemble de vos leads depuis votre site et depuis les portails. Tout ça, donc, c'est la première partie du process qui est la candidature directement depuis les portails. Je vous l'ai dit, sur Plateau, nous, on s'occupe de faire une collecte de documents, mais pas d'analyse. Il existe d'autres façons, justement, de collecter des documents et de faire une analyse complètement différente, de capter le candidat différemment. Et du coup, je laisse la parole à Elsa pour qu'elle vous explique ce qu'est MyTrust. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, chez MyTrust, on est parti du même constat que toi, Fabien, et tu en parlais également, Flavien. Il y a des bonnes pratiques qui existent en termes d'automatisation sur d'autres secteurs et qu'on ne voyait pas appliquer sur le domaine de l'immobilier. Et donc, conjointement, on vient justement mettre en application ces bonnes pratiques. Alors, peut-être pour la petite histoire, quand on a commencé à regarder comment la constitution du dossier de candidature s'effectuait, on a eu de la peine chez MyTrust pour les candidats parce qu'en fait, si on se met à leur place, ça représente beaucoup de pièces justificatives à aller chercher en fonction du nombre de membres dans un même dossier. On peut facilement avoir 10, 15, 20 documents à partager pour justifier de son identité, de sa situation professionnelle, de ses revenus, etc. Et donc, si on continue de se mettre à leur place, ils y passent par membre au moins 15, 20 minutes, si ce n'est plus, en fonction de la rapidité de chacun. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, c'est un mal nécessaire. Le candidat, s'il veut un logement, il n'a pas le choix, surtout qu'il est dans une situation où, pour un même logement, il va avoir de la concurrence puisque on est sur un marché qui est tendu. Il y a plus de
à la location que de logements proposés. Donc finalement, il n'a pas le choix et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette approche de vouloir chouchouter, j'ai envie de dire, le candidat et de rendre ce parcours plus simple. Mais en fait, si on imagine que pour un même lot, il y a facilement 10, 20, 30 candidats, ça dépend des villes, ça dépend des lots évidemment. En fait, ça veut dire que pour le professionnel de l'immobilier, il va recevoir 10, 20, 30 dossiers avec chacun 10, 15, 20 documents à analyser. Et comme tu le disais, Fabien, c'est hyper fastidieux, c'est chronophage. Ce sont des tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée, où du coup, le professionnel de l'immobilier va essayer de préqualifier ses dossiers, de filtrer ceux qui vont être écartés d'office par son courtier en assurance. Il va du coup devoir lire chaque document, vérifier les revenus, vérifier également les fraudes, et c'est un vrai sujet, la fraude documentaire. Je vais faire une petite digression, je suis moi-même bailleur. Il m'est arrivé de faire moi-même des visites parce que j'étais en congé maternité, j'avais du temps et ça arrangeait tout le monde, et de recevoir plein de candidats, d'être hyper enthousiaste à la fin de la journée en me disant c'est trop bien, j'ai reçu plusieurs dossiers qui sont bons, qui devraient passer. Et en fait, 2 jours après, mon professionnel de l'immobilier me dit non, ils ne sont pas passés. Et moi, en fait, c'était juste ma naïveté. Je me suis pas dit que c'était bizarre qu'un coiffeur ou qu'un technicien de surface gagne plus de 3 000 € net. C'était de la fraude documentaire. Donc, c'est un vrai sujet dans ce domaine. Des personnes qui ont besoin d'accéder à un logement font ça, modifient leur fiche de paye, modifient leur contrat de travail, modifient leur avis d'imposition, ou des fois, ils modifient pas tout et du coup, c'est incohérent. Mais vraiment, ces contrôles documentaires, ces contrôles de cohérence, il faut les faire. Et donc, ça demande d'y passer du temps pour pouvoir déceler ce type de difficultés, au-delà de l'analyse d'éligibilité de façon plus classique. Et donc, chez MyTrust, on est là justement pour répondre à cet ensemble de difficultés, que ce soit en termes d'expérience pour le candidat, parce qu'on ne l'oublie pas, on a quand même envie de simplifier ces parcours-là, mais que ce soit en termes d'authenticité, de fiabilité de données et d'automatisation des process pour que le professionnel de l'immobilier et son courtier en assurance n'aient pas besoin d'y passer autant de temps et puissent du coup aller à l'essentiel. Et comment on va permettre de faire ça? On va proposer au candidat, s'il le souhaite, plutôt que de devoir faire toute sa constitution de dossier à la main, de capitaliser sur des fournisseurs de services habituels qui savent à peu près tout sur nous, et on sait qu'il y en a, notamment grâce aux impôts, pour pouvoir envoyer des données en quelques clics. Donc, le candidat, ici on a mis un exemple chez l'un de nos clients qui est The Lock, qui implémente MyTrust dans le cadre de son assurance loyer impayé garantie totale. Le candidat, en fait, s'il le souhaite, il clique sur le bouton bleu qui appelle le parcours MyTrust. On a un intermédiaire de confiance, donc ça se matérialise comme ça, sous forme d'environnement, une pop-up, un peu comme un PayPal dans le paiement ou comme un France Connect dans le domaine de l'authentification sur les services étatiques. Et en fait, il choisit un de ses fournisseurs de services, donc par exemple impôts.gouv.fr. Il s'authentifie auprès de ce fournisseur, donc il n'y a pas de compte MyTrust, on n'est pas un coffre-fort numérique, il n'y a pas besoin de nous connaître, 100% de la population peut utiliser MyTrust. Et une fois qu'il s'est authentifié auprès de ce service, il va voir les données qui ont été collectées, qui sont les données qui sont demandées. Donc typiquement, son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance, et puis bien sûr des revenus, ça peut être son avis d'imposition, etc. Et tout ça, on le transmet au service qui en fait la demande sans que l'utilisateur puisse altérer ces informations. Donc c'est là où nous, on garantit que toutes ces informations proviennent en temps réel de ces sources et qu'elles sont parfaitement authentiques. Et donc, en termes de sources, puisque c'est ce qui va nous intéresser, pour pouvoir faire une analyse d'éligibilité sur la base des revenus, il y a 3 sources sur lesquelles on capitalise. Donc, je parlais d'impôts.gouv.fr, puisque c'est la plus pertinente. Elle nous permet d'adresser les salariés, les fonctionnaires et les retraités grâce au prélèvement à la source. En fait, tous les mois, les employeurs ou les sources de revenus de façon générale, ça peut être la caisse d'assurance maladie, je parlais des cas des congés maternité tout à l'heure, ça peut être d'autres sources. En fait, ils font des déclarations auprès de la DGFiP pour pouvoir appliquer le prélèvement à la source. Et en fait, on capitalise tout simplement là-dessus chez MyTrust. Après, il existe d'autres types de profils. Il y a les auto-entrepreneurs, et là, on va pouvoir capitaliser sur les URSSAF,
notamment avec les déclarations de chiffre d'affaires qui sont faites de façon mensuelle. Et puis, pour ceux qui ont des revenus complémentaires qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source, bien sûr, il y a la CAF. Et ça, ce sont 3 sources d'informations sur lesquelles on a tous, en fonction de nos profils, un compte sur lequel on est habitué à aller. Donc l'authentification, elle se fait de façon assez simple. Alors ça, c'est une première approche sur la base des revenus, assez classique, mais on peut aller encore plus loin si on veut pouvoir inclure des profils un peu écartés aujourd'hui. J'ai envie de parler des intermittents du spectacle, des intérimaires, ces profils qui ne sont pas en CDI, mais qui peuvent être tout à fait pertinents parce qu'ils ont un bon comportement financier. En fait, on peut avoir une analyse d'éligibilité sur base d'un scoring bancaire. Et là, on va plutôt proposer aux utilisateurs qui le souhaitent de s'authentifier auprès de leur banque et ainsi d'analyser les revenus observés par mois et la nature des revenus, mais également des indicateurs de risque, voir s'il y a des rejets récurrents, voir si ce sont des personnes qui font trop de dépenses et qui utilisent trop leur découvert, voir si c'est des profils à risque parce qu'ils jouent régulièrement sur des plateformes de jeux et paris en ligne, des choses comme ça. Et ça permet d'avoir un scoring et de se dire, oui, certes, Madame Michu n'est pas en CDI, mais par contre, sa tenue de compte, elle est irréprochable. Et donc, ça permet aussi d'avoir une approche un peu plus responsable, de répondre à des enjeux de la société, qui est d'inclure aussi ces types de catégories professionnelles. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie analyse de dossier. Ça permet donc de l'automatiser puisque, comme je le disais, les données sont propres, elles sont envoyées par API. Et puis, une fois que du coup, on a pu donner un accord à un candidat à l'allocation, cette fois, il faut du coup mettre en place un contrat de bail, faire l'état des lieux, et ça passe du coup du côté du BLO. Je te laisse la main, Flavien. Merci beaucoup. Donc là, on a vu le process de sélection des candidats, le process de vérification des pièces. Et là, l'idée, c'est de dire, c'est bon, vous avez trouvé la perle rare, il n'a pas fraudé, son dossier est parfait, et maintenant, on va essayer de lancer le process de gestion. Et un des premiers éléments sur lequel on voit un des problématiques sur l'automatisation, c'est le contrat de bail. Donc, ça paraît assez anecdotique, mais en fait, il y a une première problématique qui est assez présente dans pas mal d'acteurs de l'immobilier, c'est que pour réaliser le contrat de bail, il faut avoir collecté de la donnée propre et l'avoir structurée. Et ça, c'est une des problématiques assez fortes. J'ai pas mal de clients qui nous ont rejoints quand on a regardé leur process habituel, ils n'avaient pas toutes les informations. En sachant qu'un contrat de bail, qu'est-ce que c'est ? C'est un template Word habituel sur lequel vous avez mis les différentes clauses juridiques et sur lequel on va aller récupérer quoi comme information ? Qui va être le locataire ? Qui va être le signataire chez vous ? Et quel est le lot ou les lots que vous allez louer avec les différents descriptifs. Et nous, ce qu'on essaye d'amener, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'essayer de travailler vraiment, quand vous avez un process manuel, en réfléchissant quelles données vous avez besoin et comment vous pouvez l'automatiser. Pourquoi c'est important d'avoir cette démarche-là dès le début et notamment dans l'entrée, c'est qu'en fait, en retardant la collecte automatique et la donnée, vous allez ensuite avoir des problématiques dans la gestion. Si dans mon contrat de bail, automatiquement, je ne sais pas quel est l'indice de revalorisation de loyer que j'ai mis, que je n'ai pas tous les descriptifs de charges, est-ce que c'est au forfait, est-ce que c'est au conso réel, en fait, ensuite, par la suite, dans la gestion, je vais devoir reprendre le document si ce n'est pas une donnée que je transite. Le second point qu'on voit toujours sur le sujet contrat de bail, qui paraît là aussi anecdotique, mais c'est la mise en place de la signature électronique. Assez souvent, on reste sur un process papier. Donc moi, pour certains points, je trouve ça intéressant, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est plus tous en faveur de l'élément papier, l'élément électronique, pardon. Par contre, et c'est là aussi un des points qu'il faut travailler, c'est mettre à disposition de documents. Donc évidemment, ça peut être bien de l'envoyer par mail, mais c'est aussi bien de prévoir des espaces dédiés. Et ça, c'est aussi un des points sur lequel je pense qu'il est intéressant d'avoir en tête, et c'est ce qu'aussi a essayé de présenter Fabien et Elsa auparavant, c'est que quand on réfléchit à un process, il faut réfléchir aux différentes parties prenantes. Et une des difficultés qu'il y avait dans l'immobilier jusqu'à présent, c'est que parfois, quand on réfléchit au process, on ne réfléchissait pas aux autres parties prenantes. Et donc, un des éléments à prendre en compte dans votre gestion locative, c'est le locataire. Le locataire a des besoins précis, il a besoin d'un espace, il a besoin d'avoir ses documents. Et honnêtement, la plupart du temps, quand il vous pose une question pour récupérer son contrat, s'il pouvait l'avoir directement, il éviterait. Donc, pensez bien aussi à avoir un système qui vous permet d'avoir donc un stockage de documents
pour les différentes parties prenantes. C'est également le cas si vous êtes agent immobilier, que vous avez des propriétaires pour qu'ils puissent retrouver l'ensemble de leur contrat. Autre point, et je l'ai déjà un peu mentionné, qui est très, on va dire, time consuming dans la gestion locative, c'est tout l'aspect quittancement. Donc juste pour qu'on parle tous le même langage, donc il y a l'avis d'échéance, qui est, on va dire, la facturation, le quittancement qui constate le flux d'encaissement. Et au travers de ces 2 actions simples, on retrouve des cas classiques qu'on a vus dans d'autres secteurs, c'est-à-dire des problématiques qui, si elles ne sont pas automatisées, prennent beaucoup de temps. Quelles sont les problématiques classiques? La problématique de mise à jour du prix. Dans le cadre d'un contrat de bail, c'est en fait le loyer qui est mis au jour au travers d'un indice qui peut être à date anniversaire au 1er janvier, et je ne vous raconte pas le nombre d'indices différents qu'il peut y avoir. Si en fait vous ne prenez pas ça comme un paramètre qui se met à jour automatiquement, vous vous retrouvez dans une situation à soit reprendre tous les contrats, soit à faire des erreurs assez importantes. L'autre point qui est aussi un des éléments problématiques souvent dans les acteurs de l'immobilier, c'est la réconciliation comptable des flux d'encaissement. Pourquoi? C'est que assez souvent, les outils n'ont pas été prévus pour faire automatiquement ce process-là, et en particulier avec la mise en place de virements. La difficulté d'un virement, qui est fait pour payer son loyer, c'est que dans un outil de base, le virement, pour être réconcilié avec une facture, va être basé sur 2 paramètres, l'objet et le montant. L'objet, moi personnellement, je ne mets jamais un bon objet dans mon virement. Et deuxièmement, le montant varie. Il varie au travers de l'IRL, des charges. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, au travers de beaucoup d'acteurs, nouveaux acteurs de paiement, vous avez la mise en place d'IBAN virtuels, c'est-à-dire de comptes dédiés pour vos locataires, pour faire en sorte que quand il fait un virement sur ce compte-là. Et là, vous êtes certain qu'il paye correctement ces éléments-là. Et pourquoi c'est important d'avoir aussi cette automatisation de ce process-là? En ayant un process de quittancement et de constatation des flux d'encaissement rapide, vous allez beaucoup plus vite pour la gestion du précontentieux. Et ça, la gestion du précontentieux, qui est un domaine où, par exemple, dans le secteur bancaire, il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées, la rapidité est clé. En fait, si vous voulez qu'une personne, vous arrivez à solutionner assez rapidement un problème d'impayé, en fait, il faut le contacter le plus tôt et voir avec lui en termes d'échange pour voir ce qui se passe. Et deuxièmement, si vous n'avez pas fait correctement toute la répartition du solde locataire sur les termes, etc., vous vous retrouvez avec un dossier qui n'est pas préparé pour là aller dans une phase de contentieux judiciaire. Donc l'intérêt d'avoir automatisé, c'est que vous gagnez du temps sur des trucs répétitifs, et surtout vous vous mettez en ordre de bataille pour beaucoup mieux gérer, notamment les phases qui sont difficiles pour tout le monde en termes d'impayés. Et dernier point, évidemment, l'idée dans le quittancement, c'est d'avoir le plus possible un fichier que votre comptable peut utiliser, ou votre outil comptable peut utiliser de manière automatique. Un des points sur lequel je constate la plus de problématiques, c'est la thématique de réclamation, que je vais peut-être étendre en parlant, on va dire, quasiment de centre de relation client. En fait, comment mettre en place une relation client avec son locataire. Et un des premiers points aujourd'hui qui est problématique, c'est que concrètement, un locataire a très peu de canaux pour remonter un problème. Il a parfois un email, sauf que l'email ne pourra pas correctement qualifier la problématique, ou il aura un numéro de téléphone, et là, la difficulté, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus appeler, ou quand il appelle, il faut qu'il appelle à un horaire dédié, ou encore, quand il appelle, il va peut-être tomber sur une personne qui n'est pas du tout concernée, puisqu'en fait, ça peut être, on va dire, quelqu'un qui décroche juste le téléphone. Et donc, l'approche qui, là aussi, a été mise en place quand même dans pas mal de secteurs, c'est la possibilité donnée à un utilisateur de remonter un incident et d'avoir un process qui permet, en fait, au travers de se remonter de cet incident, de déjà les classer, c'est-à-dire de pouvoir même réorienter vers des choses que vous avez pu mettre en place, ou de lui prémâcher le travail. Pourquoi? Pour permettre en fait à un utilisateur de le faire quand il veut, entre guillemets, et donc de décharger tous les appels téléphoniques que vous pouvez avoir ou tous les emails. 2, de préqualifier le ticket. Ça paraît anecdotique, mais par exemple, quand je remonte un incident d'un espace locataire, on sait que c'est moi le locataire. Donc on sait où ça se trouve, qui je suis. Et donc, par exemple, dans 90% des cas, on sait que ça va se trouver soit dans mon logement, soit dans les parties communes de l'immeuble que je réside. Et dernier point, et ça c'est le plus essentiel dans le traitement d'un ticket et dans la relation client, c'est la transparence de l'information. Il faut absolument, quand je remonte une problématique, être tenu au courant. Si je ne suis pas tenu au courant, je vais relancer sans arrêt, je vais considérer que le travail n'est pas fait, et la qualité de mes échanges va être fortement dégradée. Donc c'est pour ça aussi, quand vous réfléchissez à la mise en place d'un process de réclamation,
pensez vraiment au fait de tenir au courant les protagonistes. Et si par exemple je fais un parallèle avec une autre activité de l'immobilier, par exemple le syndic, moi je sais que j'ai 2 syndics. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, je ne sais pas quand il y a une problématique où ça en est. Et c'est simplement ce fait, donc je vais être obligé de rappeler, ça va saouler la personne, mais le fait d'amener sur cette transparence, c'est important. Et tout dernier point sur la gestion de la réclamation, c'est de penser à quels peuvent être les éléments automatisables. Exemple, on peut estimer que si je gère quelques appartements et que j'ai un électricien que je fais confiance et qui va intervenir, je peux automatiquement lui envoyer une information lui disant bah, j'ai une remontée dans tel appartement, est-ce que tu veux bien t'occuper? Et c'est ça un ensemble de process sur là-dessus. Il y a une question de Marie qui demande dans le cadre du suivi, Hublot se connecte aux infos bancaires. Donc il y a, petite précision, il y a 2 manières de gérer les flux bancaires au travers d'Hublot et qui est vrai d'ailleurs dans pas mal d'outils. Au travers d'Hublot, on propose donc une brique de paiement qui s'appelle Trésor, qui est comme MangoPay ou Lemonway si vous connaissez les autres éléments. Donc ça va être des briques de paiement qui vont proposer le virement, le prélèvement et la carte bleue. Et là, en fait, vous, en tant que gestionnaire, vous avez un compte dans cet espace-là. Et là, c'est prévu, c'est en automatique. La seconde possibilité, c'est que vous gardez votre système bancaire, Société Générale, CIC, peu importe, avec vos prélèvements et autres. Et nous, à ce moment-là, on va synchroniser pour récupérer les flux qui passent sur le compte. Et là, on va passer par un outil notamment qui s'appelle Budget Insight, mais il y a aussi Banking, qui a comme objet de synchroniser les éléments. Donc, il y a 2 possibilités qui peuvent d'ailleurs se cumuler, soit une réconciliation au travers directement de l'outil qu'on propose, soit en gardant votre système de facturation et bancaire classique, et à ce moment-là, on synchronise avec un outil. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est une des tâches les plus problématiques. Et après, juste en termes d'outils, vous les avez vus avec Plato et MyTrust, mais ça, j'insiste beaucoup. C'est aussi quand vous choisissez un outil, donc j'avais mentionné sur l'aspect connexion, mais aussi sur l'aspect design. C'est quelque chose qui a souvent été mis de côté dans ce qu'on appelle le B2B et donc des outils métiers où on pensait qu'en fait dans du Excel plaisait aux collaborateurs. Aujourd'hui, si vous voulez être efficace, en fait, il faut pouvoir avoir des informations qui sont bien classées, donc une notion en Kanban, par exemple, que vous pouvez connaître, la méthode japonaise avec je range par colonne, avoir des éléments de moteur de recherche un peu partout pour qu'en fait, je puisse retrouver quelque chose et des filtres. Donc vraiment de aussi considérer l'approche métier avec des outils qui me permettent de visualiser mon information instantanément et pas avoir besoin de me fatiguer les yeux ou de cliquer 3 fois à droite pour faire quelque chose. Et je crois que de mon côté, j'ai terminé. Je vais juste terminer la conclusion et Marie, on prendra votre question juste après. Sur les conclusions et les éléments à retenir très rapidement. Premier élément, quand vous réfléchissez à de l'automatisation, essayez de réfléchir avec un process sur lequel, certes, vous avez décomposé vos différentes actions, mais réfléchissez bien en un process. Parce que c'est souvent en ayant cette réflexion un peu plus globale que vous arriverez à trouver des éléments de productivité les plus importants. Parce que souvent, en fait, une information que vous avez besoin à la fin, en fait, vous pourriez la collecter au début et ça vous fait gagner du temps. Même logique sur le service client. En fait, le service client, sans caricaturer, souvent on dit que c'est toute l'organisation, c'est un peu vrai. C'est qu'en fait, si ma réconciliation comptable se fait beaucoup plus vite, toute l'organisation peut peut-être passer beaucoup plus de temps. Et donc, de manière générique, quand vous voulez réfléchir à améliorer la relation client, réfléchissez vraiment de manière beaucoup plus globale. Troisième point, et là par contre, je tire un peu une balle dans le pied dans Plato, MyTrust et Hublot, mais je le pense sincèrement, un outil, donc un logiciel, ça reste un outil. Donc, c'est-à-dire 2 implications. À aucun moment, ça va remplacer un être humain. C'est souvent, on croit que les robots remplacent, alors c'est vrai pour certaines chaînes de logistique, ça n'est pas dans la gestion immobilière. Par contre, ça va beaucoup l'aider pour justement qu'il arrive à faire du travail correct. Et aussi, point important, un outil sans aucune réflexion organisationnelle et de process ne marchera pas. Et en particulier, si vous êtes dans une organisation, je ne sais pas les types d'organisations présentes aujourd'hui, mais il y a toujours une problématique de conduite du changement. Si vous utilisez le même outil, si vous avez les mêmes process, si vous collectez les pièces papier depuis longtemps, si vous voulez faire le changement, en fait, ce n'est pas qu'avec l'outil, c'est en ayant une réflexion, en convainquant un peu tout le monde là-dessus. Autre point,
honnêtement, si vous faites une action répétitive, elle est automatisable. J'en connais assez peu, donc réfléchissez pas. Juste, si vous faites toujours les mêmes actions 10-15 fois par jour, regardez comment l'automatiser. Pensez beaucoup à la connexion. Ça, je l'avais mentionné, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment clé. Quand je dis connexion, c'est pas forcément que ça se connecte, mais à minima que vous avez accès à la donnée. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est impensable de considérer qu'un logiciel ne met pas à disposition les données de ses clients, et que donc la manière dont un logiciel aujourd'hui se perçoit, les clients restent parce qu'ils l'utilisent, pas parce qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent plus à extraire la donnée. Ça, c'est vraiment important. Mettez-vous ça comme critère de sélection et mettez la pression sur les éditeurs logiciels pour garder cette approche-là. Fabien l'a mentionné, vraiment, la mise en place d'outils, d'actions, c'est un facteur différenciant. D'avoir quelque chose qui va plus vite, sur lequel vous pouvez faire des choses qui n'existaient pas auparavant, qui vous permettent de garder plus de temps. Donc, le fait, par exemple, d'envoyer un mail de refus, mais juste de proposer simplement les documents, éviter qu'on lui demande 42 fois. Le fait de mettre en place un process rigoureux de vérification des pièces, ça donne aussi un sérieux. Honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même demandé. C'est un facteur différenciant. Et à la fin, je peux vous assurer que, alors c'est sur mes métriques, en sachant que la source, c'est donc moi, sur la volumétrie d'économie, elle se chiffre en heures par jour. Parce qu'en fait, vous faites beaucoup de choses sur lesquelles souvent, vous êtes par exemple bloqué dans votre process ou vos outils, donc vous en sortez, vous avez des Excel, des papiers. Honnêtement, mis bout à bout, c'est plusieurs heures que vous pouvez économiser pour faire des choses qui sont certainement plus intéressantes pour tout le monde. J'ai terminé. On a à peu près tenu les temps. L'idée, c'est que vous pouvez continuer à poser vos questions. On va rester en ligne encore pendant quelques minutes. Et peut-être, Elsa, tu veux répondre à la question de Marie qui demandait le locataire doit-il accepter le transfert de ses données à chaque fois que nécessaire, ou la validation est-elle enregistrée pour une certaine durée? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, mais du coup, pour répondre de façon assez globale, le locataire, il donne effectivement son consentement pour partager ses informations. Il le fait 1 à 2 fois parce que, comme on l'a vu, il a le choix sur la méthode en fonction de sa situation professionnelle. Ça peut être les impôts, ça peut être les URSSAF, mais pas les deux. Et éventuellement, s'il a des compléments de revenus CAF, il va le faire une 2e fois. Ou ça va être l'open banking, mais ça sera pas les 3. Effectivement, il existe une fonctionnalité chez nous d'auto-update. S'il faut mettre à jour le dossier du candidat locataire parce que, par exemple, il n'a pas trouvé de logement dans le mois ou dans les 2 mois, ça, c'est effectivement possible pour pas qu'il ait besoin de le refaire. Ça existe comme fonctionnalité, oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Marie. Elle peut répondre. C'est ça qui est beau avec Livestorm, c'est qu'en fait, le public ne peut pas réagir à la voix. Donc, ils sont forcément d'accord. Elle a répondu. Bon, génial. Très rapidement, juste sur les sondages qu'on a fait au fur et à mesure, ça traduit quand même. Alors bon, parfois il y avait que 3 personnes qui ont répondu, mais quand même systématiquement, on voit qu'on reste toujours sur des process qui sont plutôt manuels, que ce soit dans le traitement de la candidature ou sur la saisie des informations. Et le chat a eu beaucoup de succès en termes de logo. Désolé Fabien, désolé Elsa, le logo du hublot. J'ai demandé à toute ma famille de voter aussi. L'a emporté. Donc voilà, bravo à l'équipe marketing pour le choix du logo. S'il n'y a pas d'autres questions, je rappelle que le webinaire sera donc disponible en replay et on vous l'enverra, ainsi que le support. Je réinsiste aussi sur le fait que, évidemment, vous pouvez contacter Fabien, Elsa ou moi-même si vous avez des questions suite à ce webinaire, soit sur la solution, soit sur des éléments qu'on a indiqués. Et surtout, vous pouvez nous revenir par message si vous avez des sujets qui vous intéressent pour un prochain webinaire. L'objectif, comme à chaque fois, c'est essayer de proposer des choses qui intéressent les gens de l'immobilier. Donc, allez-y, on se débrouillera pour trouver comment le structurer. Mais si vous avez vraiment des choses sur lesquelles vous trouvez qu'il n'y a pas de réflexion faite ou d'éléments, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir à un webinaire, n'hésitez pas. Et c'est tout. Et je tenais vraiment à remercier Fabien et Elsa pour votre temps et vos interventions. Avec plaisir, merci. Merci à toi. Merci à tous. Très bon après-midi. Puis à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.